Ok, bonjour tout le monde et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Maintenant, c'est à la rentrée et j'espère que vous avez bien fini le CC. Et donc, on reprend notre cours. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Pardon, anneaux. Et donc, je crois que vous avez déjà vu cette notion, mais on n'a pas fait encore des exercices. Et donc, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est la feuille 6 qu'on va regarder. Et donc, tout d'abord, je fais juste quelques rappels sur les définitions et les propriétés de base. OK. Qu'est-ce qu'un anneau? OK, en fait, dans notre cours, quand on dit anneau, on veut dire toujours un anneau unitaire, parce que cette notion de anneau peut être plus générale, mais ici, ce qui signifie, c'est toujours un anneau unitaire, c'est-à-dire que cet anneau contient toujours l'unité. OK. Donc, en fait, c'est un ensemble A avec deux opérations qu'on note par addition et multiplication respectivement. Et ces deux applications doivent satisfaire quelques propriétés. OK, tout d'abord, pour l'addition, en fait, ça fournit une structure de groupe. Et même mieux, ça, c'est un groupe abélien. OK. C'est aussi pour ça que quand un groupe est abélien, on utilise la notion, la notation additive. OK. Quand on voit que si on note l'opération d'un groupe par plus, donc c'est-à-dire que ça, c'est l'addition, entre guillemets, c'est-à-dire que ça, c'est un groupe abélien. OK. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire plus précisément qu'il existe un élément neutre qu'on note par 0. Et aussi, tous les éléments A un inverse pour cette opération de addition. OK. Et donc, pour l'inverse de A, on le note par -1. OK. Et l'inverse additive de... Et après, on a une opération de multiplication, mais ça, c'est pas forcément un groupe, mais il y a quand même des propriétés de base qu'on demande. Donc ça, c'est l'associativité. Donc, c'est-à-dire que quand on voit, par exemple, A, B, C, donc c'est pas très important dans quel ordre on doit faire d'abord AB ou d'abord BC. OK. Par ordre, je veux dire, c'est pas nécessaire de toujours mettre des parenthèses si on si on voit par exemple ABC comme ça et donc parce que quand on écrit ABC, ça veut dire d'abord on fait AB plus C et ça veut aussi dire d'abord on fait BC après on fait A fois BC. Mais dans ce cas-là, c'est pareil par l'associativité. OK. Mais ça, c'est pas nécessairement vrai. Quand ça, c'est vrai, on dit que ça, c'est un anneau commutatif. OK. Mais ça, c'est pas toujours demandé dans la définition. OK. Et aussi, on doit avoir une unité. OK, c'est quoi? On le note par 1. OK. Donc ça, c'est un élément tel que pour tout élément dans A, cet élément, l'unité A, 1 fois A est toujours égal à A fois 1. OK, c'est un peu comme l'élément neutre,
Mais parce que maintenant, pour la multiplication, ça, c'est pas forcément un groupe et donc on peut pas dire que ça, c'est l'élément neutre pour cette structure, mais on appelle l'unité. OK. Et après, ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Donc, en gros, ça, c'est la compatibilité entre ces deux opérations. C'est-à-dire que maintenant, on a deux opérations, multiplication et addition, mais les deux opérations sont liées entre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste donner deux opérations par hasard. Donc, ces deux opérations ne sont pas indépendantes. OK. Les deux sont compatibles entre eux. Donc, ça, c'est la distributivité. OK. C'est juste la loi distributive comme pour les nombres réels. OK. Et avec le langage un peu plus abstrait, on peut aussi dire que ces deux opérations commutent entre eux. Pourquoi? Parce que si on regarde ça, ça c'est l'opération addition rond multiplication. C'est-à-dire qu'on fait d'abord l'addition et après la multiplication. Et ici, avec les mêmes arguments, on fait d'abord la multiplication et après, on applique l'addition. OK. Et c'est pareil à gauche ou à droite. OK. Donc en fait, ça, on peut le résumer comme les deux opérations addition et multiplication commutent entre eux, ou les deux sont compatibles. OK. Donc, par exemple, dans la littérature de maths, de recherche, et parfois, c'est même pas la peine de donner des formules explicites comme ça pour dire la distributivité. Et donc, les auteurs ont la tendance de juste dire que les deux opérations sont compatibles entre eux. Et donc, ça veut dire juste ça. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une phrase standard dans la définition de compatibilité. OK, donc ça, c'est pour la définition d'un anneau. OK. Et en plus, si pour tous les éléments A et B, pour la multiplication A, B est égal à BA, on dit que cet anneau est commutatif. OK, cette notion est assez intuitive et donc je crois que c'est pas la peine de répéter plusieurs fois. Et après, bien sûr, comme dans le cas de groupe, on peut aussi définir morphisme. Comme on a les morphismes de groupe, on a aussi les morphismes d'anneau. OK. Et bien sûr, dans le morphisme de groupe, on voit qu'un morphisme, c'est une application entre deux groupes qui préserve la structure de groupe. C'est-à-dire que cette opération doit commuter avec l'opération de groupe. Et ici, c'est pareil, parce que ici, on a deux opérations pour cet anneau. Il y a l'addition et la multiplication. Et ici, on a un morphisme qui est d'abord une application entre deux groupes, disons A et B, et cette application doit être compatible avec les opérations d'anneau pour A et B respectivement. C'est-à-dire que, bien sûr, d'abord, pour l'addition, cette application F est compatible avec l'addition. Donc, en gros, ça, c'est tout d'abord un morphisme de groupe. OK. Si on considère... Excusez-moi, Oui, oui, oui. est-ce que vous êtes en train d'écrire? Parce que de mon côté, l'écran est figé. Ah bon? Ah, OK, désolé. Moi aussi. OK, désolé. Oui, 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 vous devez me dire. Oui, maintenant, c'est bon ou pas? Oui, c'est revenu, merci. Ah, OK, OK, Bon. OK, d'accord. Ouais, désolé, désolé, désolé. Oui, 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 si ça arrive, vous devez toujours me dire. OK.
OK, mais c'est à partir de quelle partie? Et ça, vous avez déjà vu ou pas? Oui, c'était à partir de morphisme d'anneau. Ah d'accord, OK, OK, très bien. OK, donc c'est ici morphisme d'anneau, OK, très bien. Et donc ça, c'est une application de A dans B, c'est que f de A plus B est égal à f de A plus f de B. Donc c'est-à-dire qu'en tant que groupe, ça donne un morphisme de groupe. Et après, pour, la multiplication, pareil, f de AB doit respecter aussi, cette loi, c'est-à-dire que f doit commuter avec la multiplication. C'est-à-dire que c'est pareil de faire d'abord la multiplia la multiplication et après l'application f ou, faire, d'abord l'application f et après la multiplication. OK. Et en fait, ici, parce qu'on considère les anneaux unitaires et donc il y a une condition supplémentaire, donc on demande toujours que l'unité est envoyée à unité. OK, c'est-à-dire que ici, c'est l'unité de A, donc l'image de l'unité de A et l'image de B. OK. Parce que ça, c'est pas automatiquement satisfait, si on demande juste, ces premiers 2 heu, conditions dans la définition et donc pour les anneaux unitaires, on demande encore, cette condition supplémentaire. OK et donc ça, c'est le morphisme d'anneau. OK, donc c'est bon. OK, juste, une petite révision pour ce que vous avez vu, avant les vacances et donc maintenant, on peut commencer à regarder les exercices. OK, par exemple, ici, OK, ici c'est, le premier exercice de la feuille 6. OK. Si on a un morphisme de groupe oh non, non, pardon, un morphisme d'anneau, F de A dans B, on a un morphisme d'anneau. Alors, on va montrer que l'image de tous les éléments inversibles de A est contenue dans l'ensemble de éléments inversibles de B. Et on a aussi une compatibilité entre cette application F et l'opération de prendre l'inverse d'un élément. OK. OK. Juste pour vous rappeler que, A étoile veut dire quoi? A étoile, c'est, les éléments inversibles de A. En fait, ça, c'est juste une généralisation de ce qu'on a vu, pour, un anneau Z modulo NZ. Parce que ça, c'est juste tous les éléments A dans grand A, tels que il existe ce qu'on note à l'inverse, mais précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit A fois cet élément, qu'on note par inverse, est égal à l'unité. OK. Donc, juste comme un exemple, comme on a déjà vu dans Z modulo n, donc pour Z modulo n étoile, ça c'est quoi? Ça c'est juste tous les éléments A tels que le PGCD de A et n est égal à 1, parce que dans ce cas-là, on peut trouver un B par l'algorithme d'Euclide, tel que A, B est conclu à 1 modulo n, et avec le langage de groupe, ça veut dire exactement ça. Parce que dans cet anneau-là, l'unité, c'est 1 et l'élément neutre pour le groupe, c'est 0 et dans tous les éléments inversibles, c'est par rapport à la multiplication, c'est juste tous les éléments tels qu'il existe un inverse pour la multiplication. D'accord? OK, c'est juste pour cette notation, je vous rappelle que étoile signifie l'ensemble d'éléments inversibles par rapport à la multiplication. Puisque pour l'addition, par la définition, tous les éléments sont inversibles, puisque ça forme un groupe.
Et donc, c'est pas la peine de demander d'étudier ça. Et donc, quand on dit les éléments inversibles, ça veut dire toujours par rapport à la multiplication. OK, donc je vous donne juste une petite minute pour réfléchir à ça. En fait, ça, c'est assez simple si vous comprenez bien la définition. C'est juste pour écrire un petit peu, pour voir si vous avez bien saisi, tous les éléments importants de la définition et des propriétés de base. OK? Et si quelqu'un veut partager, ses idées, n'hésitez pas, hein. Oh pardon, il y a une erreur ici, désolé, j'ai pas fait attention. OK, ici, pour Z modulo n, ici, il y a pas de problème parce que ça, c'est un commutatif, mais ici, OK, en fait, ici, A et B ne sont pas nécessairement commutatifs et donc dans cette définition, on doit, demander les 2 en fait. OK. Un élément est inversible si on peut trouver un autre élément B tel que AB est égal à BA est égal à l'unité. OK. OK, parce que la loi A n'est pas nécessairement commutatif, et donc A fois B, et donc par B, je dis juste A inverse, parce que, OK, ici, je note par A inverse, mais a priori, on ne sait pas que si c'est l'inverse pour A ou pas. OK, donc c'est-à-dire que s'il existe B, tel que A fois B est égal à B fois A est égal à 1, dans ce cas-là, A est inversible. OK. Et parce que sinon, on peut seulement dire que ça, c'est inversible à gauche ou inversible à droite. OK. Ça, c'est l'inverse à gauche et ça, c'est l'inverse à droite. OK. Et aussi, je crois que je vous ai déjà montré que ça suffit pas c'est-à-dire que un implique pas l'autre. OK. Si A n'est pas commutatif. OK. En fait, on a vérifié ça juste pour des applications, parce que la dernière fois, je crois, je vous ai dit que pour vérifier qu'une application est bijective, donc il faut trouver l'inverse de cette application. Donc il faut trouver, par exemple, si maintenant on a une application A, peut-être qu'on peut trouver une autre application B, peut-être que A, B est l'identité. Est-ce que ça implique que B, A est aussi l'identité? Non, pas forcément. Je crois que je vous ai déjà donné euh, un contre-exemple. Par exemple, si on regarde juste l'application Z sur 2Z dans Z sur 2Z fois Z sur 2Z. OK, donc il y a juste deux éléments, un ou 2. Et ça, on voit par exemple A0 et on a un inverse à droite ou un inverse à gauche, je ne sais pas trop pour l'autre. OK, mais par exemple, ça, on peut voir que si on a deux applications F
et G, si on applique F d'abord et après G, donc G rond F, ça donne identité sur Z modulo de Z. Mais bien sûr, pour l'autre, ça, c'est pas l'identité sur cet ensemble-là. OK. Donc, c'est-à-dire qu'un inverse à gauche n'est pas forcément un inverse à droite. Okay. Et un inverse à droite n'est pas forcément un inverse à gauche. OK, c'est pour ça que dans la définition d'un inverse, si l'anneau n'est pas commutatif, on doit toujours demander les deux. OK. En fait, ça peut aussi être résumé dans ce langage de anneau. En fait, on peut considérer tous les morphismes du groupe de ce groupe dans ce groupe. OK. En fait, on le note comme ça. Et ça, c'est un anneau. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une structure additive, c'est-à-dire que si on a deux morphismes de groupe, par exemple A dans B, donc on peut avoir leur somme qui est juste F plus G, par exemple appliqué à A, on le définit comme F de A plus G de A. C'est-à-dire que la somme de deux applications, c'est juste l'application telle qu'on applique les deux morphismes respectivement et on prend leur somme. Okay, donc ça donne la structure additive. Et après, la multiplication, c'est quoi? C'est juste la composition en tant qu'application. Donc F fois G, c'est juste, ouais, comme ça. Donc ça, c'est la multiplication. Et donc, dans ce cas, on peut considérer les éléments inversibles. Et donc, ça nous donne un exemple, peut-être qu'un inverse à gauche n'est pas forcément un inverse à droite. OK. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand A n'est pas commutatif, on doit toujours demander les deux quand on cherche un inverse. OK. Et aussi, c'est pareil quand on veut chercher un inverse pour une application. Donc, quand on veut vérifier que si une application est bijective ou pas, il faut toujours vérifier qu'on peut trouver un inverse dans ces deux sens. OK. OK, très bien. Donc, on va corriger cet exercice ensemble. OK. Donc, par ce qu'on vient de dire, si on a un élément inversible, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il existe un élément B qu'on note par A inverse. OK. C'est que A fois A inverse est égal à A inverse fois A est égal à l'unité dans A. OK. Et maintenant, on applique cette application F parce que F est un morphisme de groupe et donc c'est très bien. Donc ça préserve toutes ces opérations. Donc F de A fois A inverse, c'est égal à F de A fois F de A inverse par la définition d'un morphisme d'un nom. OK. Et donc, ça, c'est égal à F de A inverse fois F de A. Parce que c'est pareil, quand on applique F A inverse fois A, ça nous donne ça. Et après, maintenant, on voit pourquoi on doit exiger dans la définition que F de l'unité est égal à l'unité. Okay. Parce que sinon, on ne peut pas avoir la dernière égalité. OK. Okay. Donc, tout ça, juste, c'est des définitions, quoi. Ça, c'est juste toutes les conditions demandées dans la définition d'un morphisme d'un nom. OK. Ça, c'est la compatibilité avec la multiplication. Et ça, c'est la compatibilité avec l'unité. OK. Et donc, ça, juste par la définition, cet élément est inversible. Parce que ça, c'est à la fois un inverse à gauche et un inverse à droite dans l'anneau B. OK. Donc, ça montre aussi que F
l'inverse de f de a, c'est juste f de a inverse. OK. OK. Juste par ça. OK. Donc il y a rien de difficile, il faut juste comprendre les définitions et et heu et en gros, c'est juste la compatibilité de morphisme avec les opérations d'Anneau. OK? En fait, quand on dit morphisme, ça veut dire toujours ça. Donc, dans la plupart des cas, c'est une application qui est compatible avec les structures qui existent déjà sur cet ensemble. Par exemple, ici, c'est un anneau. OK, très bien. Il y a encore des questions pour cet exercice? Et sinon, on va regarder l'exercice 3. OK, on va pas corriger l'exercice 2. Pourquoi? Parce que je fais juste des commentaires et après on va sauter cet exercice. Exercice 2, on va montrer que si A est un anneau commutatif, alors une matrice M est inversible dans l'anneau Mn de A, c'est-à-dire que c'est l'anneau de toutes les matrices de taille n fois n, avec des coefficients dans A. OK, donc ça, c'est ce qui veut dire Mn de A. Ça, c'est inversible si et seulement si le déterminant qui est un élément dans A est inversible. En fait, ça a l'air un peu trop abstrait ou un peu trop compliqué, mais en fait, pas du tout, parce que ça, c'est juste une généralisation directe de ce qu'on a vu dans l'algèbre linéaire. Parce que dans l'algèbre linéaire, on a vu Mn de R ou Mn de C. Par exemple, si on prend juste A égale R, donc c'est l'anneau de tous les nombres réels. Donc on peut définir on peut définir l'ensemble de matrices de taille n sur n fois n avec des coefficients réels. Et après, on a montré que une matrice est inversible si et seulement si le déterminant n'est pas égal à 0. En fait, dans ce cas-là, 0 est le seul élément dans R qui n'est pas inversible par rapport à la multiplication, parce que pour tous les autres éléments non nuls, on peut trouver son inverse par rapport à la multiplication. OK, donc en fait, on a déjà montré ça dans le cas quand A est égal à R, l'ensemble de nombres réels. Et ici, c'est exactement pareil, on remplace juste R par A et à la fin, on va trouver qu'en fait, ce qui est essentiel dans la démonstration, c'est juste le fait que le déterminant de cette matrice M doit être inversible. OK, donc dans le cas quand A est égal à R, ça veut dire juste que, le déterminant doit être non nul. OK, donc c'est juste une génération directe et je crois que vous avez déjà tout vu ça dans l'algèbre linéaire et donc on va pas montrer ça et l'idée c'est par la donc je vous rappelle juste que comment on a montré ça, dans l'algèbre linéaire, on a utilisé la matrice transposée de la matrice de cofacteurs, donc c'est-à-dire que comment on va chercher, hem un inverse pour une matrice et donc on peut soit, par exemple, résoudre un système linéaire et soit on peut définir une matrice qui s'appelle, la matrice de cofacteurs et heu et donc en gros, c'est juste, ce qu'on a vu, pour trouver l'inverse ou quoi. OK, donc c'est exactement pareil ici. OK, donc je crois que c'est pas la peine de répéter et aussi c'est pas trop, le centre de ce cours, puisque les techniques pour cet exercice sont juste les techniques de l'algèbre linéaire. OK. Et après, pour l'exercice 3,
Et donc ça, c'est vraiment, donc ça, c'est bien dans notre intérêt de ce cours, parce que c'est, c'est précisément avec les notions de anneau et les morphismes. OK. Donc soit A un anneau, donc on veut comprendre tous les morphismes d'anneau de Z dans A. Ici Z, c'est l'anneau de nombre entier. Donc pour Z, il y a 2 opérations, il y a la multiplication et l'addition classique, donc qui sont juste les 2 opérations comme dans la définition d'un anneau. OK? Et bien sûr, les 2 opérations sont compatibles, la distributivité est satisfaite, puisque ça, c'est juste la distributivité classique. OK? Et quel est les noms neutres pour l'addition? C'est 0 et aussi c'est pour ça qu'on note toujours par 0 les noms neutres pour un anneau quelconque et l'unité c'est 1. OK. Donc on a vraiment pris tous les notations de Z pour un anneau aléatoire. OK, donc maintenant, oui, l'exercice, c'est de décrire tous les morphismes de Z dans A, pour A quelconque, qui est juste un anneau unitaire. OK, donc il n'y a pas d'autres informations pour A, mais ici, parce qu'on doit avoir un morphisme, donc il y a déjà beaucoup de conditions qu'on doit respecter, donc il y a pas beaucoup de choix en fait. C'est comme, dans le cas de groupe, on a vu que comment, heu, déterminer un morphisme de groupe de Z dans un autre groupe B par exemple. OK, parce que dans ce cas, on sait que Z est, heu, on a vu que Z en fait, on peut dire que Z est un groupe cyclique, c'est-à-dire que Z est engendré par Z peut être engendré par un seul élément, par exemple 1 ou -1, et donc l'image de 1 détermine toutes les images de des autres éléments et en fait, ici, on va juste utiliser, cette même idée, en fait. OK. En fait, c'est même pas cette idée, on peut même dire que ça, c'est un corollaire parce que, on a déjà dit que en fait, pour un morphisme d'anneau, ça, c'est d'abord un morphisme de groupe pour la structure de groupe additif sur cet anneau et donc on a déjà vu que si cette application F considérée comme un morphisme de groupe, donc on sait que comment déterminer cette application, il faut juste déterminer l'image de 1. OK? Parce qu'une fois l'image de 1 est déterminée, on sait que f de -1 est égal à l'inverse de f de 1 et f de n, c'est juste n fois f de 1. Donc, ça, c'est le cas quand f est seulement un morphisme de groupe. Donc ici, f est un morphisme de groupe, parce que ça, c'est un morphisme d'anneau. Et donc, si on oublie la structure de multiplication, si on regarde juste la structure de addition, ça, c'est un groupe. Et donc, f, c'est un morphisme de groupe. Et on sait déjà que ça, c'est déterminé par l'image de 1. OK. Mais ici, on peut faire encore mieux, parce que ça, c'est un morphisme d'anneau. Donc, dans la définition, f de 1 doit être l'unité de A. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix. F de 1 est égal à 1, mais ici, 1 veut dire l'unité sur A. Et donc, en fait, il y a juste ce seul choix, il n'y a pas d'autre choix, OK? Parce que ça, c'est par la définition d'un morphisme d'anneau, et donc 1 doit avoir
pour image aussi 1, l'unité sur A. Et après, parce que F, c'est un morphisme de groupe, et donc on a déjà vu que une fois on a déterminé l'image de 1, tous les autres sont déterminés automatiquement. OK, donc maintenant, la question est déjà résolue, puisque tous les morphismes d'un nom, il y a juste un seul morphisme d'un nom entre Z et un nom unitaire quelconque, qui est l'application qui a 1 associe l'unité A, et qui a N associe N fois l'unité de A. OK, donc ça, c'est N fois l'unité de A. OK. Et parce que l'inverse de 1 est juste, OK, on peut le écrire comme moins 1. Oui, OK. Ça veut dire juste l'inverse de l'unité dans cet anneau. OK. Et n fois veut dire juste qu'on fait l'application n fois. OK. Parce que ici n n'est pas forcément un élément dans A, donc on ne sait pas encore ce qu'il signifie si on écrit n. Donc, c'est-à-dire, OK, donc ça, OK, c'est un peu subtil, OK, pour la notation. OK, ici, j'utilise ça pour signifier que ça, c'est juste n fois l'addition de cette unité, OK? Donc, c'est pas la multiplication dans A, puisque n n'est pas forcément un élément dans A, OK? Et ici, c'est pareil. Mais en fait, par convention, puisque, OK, juste, ouais, grâce à cet exercice, on sait qu'il y a juste il existe un seul morphisme de Z dans A pour A, un anneau unitaire quelconque. Et donc, on peut toujours considérer les noms N dans A comme N fois l'unité A1. OK. C'est-à-dire que, par exemple, si on écrit N dans un élément quelconque, ça veut dire juste que n fois l'unité. OK. Donc, on fait l'addition de l'unité 1 fois 1 fois 1 fois. Oh non, A plus 1 plus 1 plus 1, on fait l'addition n fois. OK. Donc, quand on voit n dans A, ça veut dire juste ça en fait. Mais ici, parce que c'est pas encore défini, donc c'est ça. OK. OK, donc en fait, il y a un seul morphisme de Z dans A. Par exemple, quand A est égal à Z modulo 4, donc ce morphisme, c'est quoi? C'est juste, on prend la classe de concurrence modulo 4. Donc ici, n fois, par exemple, 8 est envoyé à 0. OK. Donc ici, quand on voit 8 dans Z sur 4Z, ça veut dire juste l'image de 1, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste, on fait l'addition de 1 dans Z sur 4Z 8 fois. Et ça me donne quoi? Ça me donne juste 0 comme classe de concurrence. OK? Donc très bien. Et donc on a vu qu'en fait, parce que on a un anneau, donc il y a beaucoup de structures. Donc il y a une structure supplémentaire par rapport à un groupe. Et donc on a beaucoup de restreints quand on veut définir, par exemple, un morphisme de groupe. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de restrictions et donc on peut avoir beaucoup plus d'informations. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres choix et donc c'est bien. Donc, c'est pour ça que quand on considère un objet bien compliqué, par exemple un anneau ou même un corps, c'est-à-dire qu'un anneau dont tous les éléments non nuls sont inversibles, donc on a beaucoup plus de restrictions sur la structure. Et donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile à résoudre les problèmes parce qu'il y a beaucoup de propriétés qu'on peut utiliser.
Mais si on regarde juste, par exemple, 2 ensembles, et ça, c'est plus compliqué parce qu'on n'en sait rien, à part que c'est juste 2 ensembles, si on considère une application et donc on ne peut pas avoir vraiment beaucoup d'idées s'il y a pas d'autres informations supplémentaires. Donc tout peut être aléatoire. Mais dans ce cas-là, parce qu'on a un anneau et on a un morphisme, donc c'est une application qui respecte les lois d'anneau et donc en fait, on n'a pas beaucoup de choix. Donc c'est dans ce sens que les problèmes pour les anneaux ou même les corps sont même un peu plus faciles. OK. Après, on va voir, une version un peu plus avancée par rapport à cet exercice. Donc maintenant, on va considérer un morphisme d'anneau de Z dans Q. Donc Z, c'est juste l'anneau de nombres entiers et Q, c'est l'anneau des nombres rationnels. OK. En fait, le but de cet exercice, c'est de montrer que si on a un morphisme d'anneau de Q dans Q, où Q, c'est l'anneau des nombres rationnels, ce morphisme, c'est l'unité. Pardon, ce morphisme, c'est l'identité. OK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix si on a un morphisme d'anneau de Q dans Q, donc il y a un seul choix qui est l'identité. Il n'y a pas d'autre choix. OK. Mais bien sûr, l'identité, c'est un morphisme d'anneau, donc on peut dire que ça veut dire juste l'ensemble de morphismes d'anneau, entre Q et Q, donc ça, c'est un ensemble avec un seul élément qui est l'identité. OK, donc on va montrer ça et pour montrer ça, première étape, c'est de montrer que si on a d'abord un morphisme de Z dans Q, ça envoie tous les nombres entiers Z à lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'on considère d'abord tous les entiers et on va montrer que f de x est égal à x pour x qui est un entier. Et après, on va montrer encore que en fait, ça, c'est vrai pour tous les éléments dans Q. OK? OK. En fait, ça, c'est aussi la morale que, il n'y a pas beaucoup de choix si on considère les anneaux, parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Et donc, par exemple, si on a un morphisme F comme ça entre Q et Q, donc, c'est il y a qu'un seul choix qui est l'identité, qui est, le choix trivial. OK, donc pour la première étape, c'est déjà fait dans l'exercice précédent, parce que, dans l'exercice précédent, on a vu que si on a un morphisme d'anneau qui est de Z dans A, il y a pas d'autre choix. C'est juste que seul choix, c'est d'envoyer f de 1 à 1, qui est l'unité dans A. OK, donc maintenant, on remplace A par Q. Donc, on sait que si on a OK, OK. Je crois que je vais directement regarder la deuxième exercice, la deuxième question. C'est-à-dire que je regarde d'abord f de Q dans Q. OK, donc si on regarde ce morphisme, on sait déjà que, juste comme ce qu'on a déjà montré dans l'exercice précédent, pour 1, f de 1 est égal à 1, parce que 1, c'est l'unité dans Q et
Donc, c'est les deux. Ce 1 est l'unité dans ce Q, et ce 1 est l'unité dans ce Q. OK, donc f de 1 est égal à 1, et donc f de n, c'est égal à n fois l'addition de f de 1, donc qui est égal à n dans Q, parce que ici f de 1, c'est 1 qui est le nombre précis dans Q, et donc ici n a un sens. Et f de moins 1 est égal à moins 1, puisque l'inverse de, l'inverse de 1 dans le groupe additif, c'est égal à moins 1. Donc f de moins n, c'est égal à moins n. Donc, c'est-à-dire que, juste comme ce qu'on a montré dans l'exercice précédent, on sait que f de x est égal à x pour tout x dans z. OK. Donc maintenant, comment on peut précéder, comment on peut continuer? Pardon. Je dois muer. OK. Et après, on va montrer que en fait, ça, c'est vrai pour tous les éléments dans Q. OK. Donc, bien sûr, la question, c'est de comment on peut écrire un élément quelconque dans Q et comment on peut appliquer les propriétés de morphisme d'anneau pour obtenir plus d'informations. OK. Pour un élément quelconque dans Q, cet élément peut être toujours écrit sous cette forme m sur n, avec m et n deux nombres entiers. OK. Donc on prend juste un élément quelconque dans Q. Donc tous les éléments rationnels sont de cette forme m sur n, où m et n sont deux nombres entiers. Et bien sûr, n ne pas être égal à 0, parce qu'il n'y a pas de sens si on fait la division par 0. OK. Donc maintenant, c'est de décider l'image de m sur n. OK. Mais en fait, on sait que m sur n, c'est juste m fois n inverse. Ici, n inverse a un sens. En fait, n inverse, c'est l'inverse de n dans cet anneau, mais ça, en fait, ça, c'est juste 1 sur n, parce qu'on connaît déjà l'inverse de n dans Q. Et donc, ça doit être égal à f de n fois f de n inverse. OK? Mais on a déjà vu que, comme dans l'exercice 1, oui, c'est le premier exercice qu'on a déjà fait, si un élément est inversible, son image par un morphisme d'anneau est aussi inversible. Donc, f de n inverse est aussi inversible, qui est égal à f de n inverse. OK. F de n inverse est égal à f de n inverse. OK. Donc, c'est-à-dire que c'est pareil si on les deux opérations commutent. Donc, c'est pareil si on fait d'abord l'opération de prendre l'inverse ou cette application f. OK. Et après, f de m, c'est de quoi? C'est égal à m déjà. Et f de n inverse, c'est n inverse. Puisqu'on sait déjà que pour tout nombre entier, f de x est égal à x. Donc f de m, parce que ici m et n sont deux nombres entiers, donc f de n est égal à n, et f de n est égal à n. OK. OK. Et donc f de x est égal à x pour tout x dans Q. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Je crois que ça va, hein. OK. C'est pas très difficile, c'est juste que, ouais, il faut toujours garder en tête, ce que c'est les définitions et les propriétés de base et mais c'est toujours les définitions, en fait. Jusqu'à maintenant, je crois on n'a pas beaucoup utilisé des techniques avancées, c'est juste, ouais, il faut savoir les définitions et les exemples de base. Donc pour les anneaux, par exemple Z, Q, Z sur N, ce sont les exemples de base et donc si, par exemple, si on voit dans l'examen un exercice avec un anneau, abstrait et on ne sait pas comment faire, on peut d'abord remplacer cet anneau abstrait par un anneau qu'on connaît bien, par exemple Z au Q ou Z sur N, pour avoir une idée de comment on peut faire pour résoudre ce problème. OK, très bien, très bien. Et après, encore des généralisations, c'est-à-dire que maintenant, on va regarder un morphisme de groupe qui est de Q dans A, pour A un anneau quelconque. OK. Donc, dans l'exercice 4, on a vu que si on pour un morphisme de Q dans Q, il n'y a pas d'autre choix que l'identité, mais si on remplace Q par A, qu'est-ce qu'on peut dire? OK, je vous laisse lire, cet exercice un petit peu et on va corriger ça ensemble. Et donc, bien sûr, on peut juste recopier tout ce qu'on a écrit ici et on va voir à quelle étape ça ne peut plus marcher et on doit, corriger. OK. Et bien sûr, d'abord, c'est pareil, f de 1 est envoyé à l'unité de A, donc c'est heu, A1 qu'on note par A1 et f de -1 est envoyé à l'inverse de l'unité de A. Inverse, je veux dire, par rapport à l'addition. OK. Et f de n est envoyé à n fois 1 et f de moins n. Ici, n, c'est un nombre naturel. F de moins n est envoyé à n fois moins 1n. OK, donc ça, c'est pareil, comme ce qu'on a fait. Et ici, donc, c'est-à-dire que toutes les images de n pour un nombre entier est déjà déterminée. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut encore déterminer f de m sur n? OK. Et en fait, on peut juste écrire comme ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que si f est un morphisme d'anneau, on doit avoir ça. OK. Donc si f est un morphisme d'anneau, donc c'est juste comme ce qu'on a fait, donc c'est exactement pareil. Je crois il y a il y a rien de plus.
OK, donc c'est exactement pareil, c'est juste que, ouais, on remplace parce que si A est égal à Q, on sait que cet élément, c'est juste, 1 sur n, mais ici, on sait rien. C'est juste que, ouais, dans cet anneau, arbitraire, si on a un morphisme, on sait que, heu, les éléments inversibles, A pour image, inversible aussi, et ça, c'est juste l'inverse de f de n. OK, et donc après, tout est déjà déterminé par cette formule. OK. Mais ça nous dit quoi, en fait? Ça c OK, OK. Ici, on commence par, supposer que f, c'est déjà un morphisme d'anneau. C'est-à-dire que si on a un morphisme d'anneau, ça, c'est les conditions qu'on doit avoir, et après, pour l'autre sens, si on a juste deux anneaux quelconques, non pas 2 anneaux quelconques, mais un anneau qui est Q et un autre anneau quelconque qui est A, comment on peut dire si on a vraiment un morphisme d'anneau comme ça? OK, donc une condition nécessaire, c'est que f de n doit être inversible, parce que sinon on ne peut pas avoir cet élément. OK, OK, et on peut aussi dire ça, heu, avec le langage dans l'exercice 1. Si on a un morphisme de groupe, si on a un morphisme d'anneau, donc l'image de l'ensemble de éléments inversibles est contenue dans l'ensemble de images, l'ensemble de éléments inversibles de B. OK? Donc, mais on sait que dans Q, tous les éléments sauf 0 sont inversibles, donc c'est-à-dire que tous les éléments, tous les images de n pour n quelconque, qui est un nombre, entier, doit être aussi inversible dans A, OK? OK, donc c'est-à-dire que, ouais, je vais écrire ça. OK. Si donc en fait, ouais, c'est un peu compliqué à dire, mais en fait, j'espère que vous voyez bien ces 2 sens. OK, d'abord, on si on a déjà un morphisme d'un nom, OK, ça, c'est les conditions nécessaires. Mais pour l'autre sens, si on a juste Q et A, est-ce qu'on peut définir un morphisme d'anneau? OK, comment on peut définir un morphisme d'anneau? OK, on définit juste, ouais, ça c'est ce qu'on peut faire ça c'est ce qu'on peut faire toujours. On peut juste définir en tant qu'application que, f de 1 est égal à 1 et f de moins 1 est égal à moins l'unité sur A, parce que ça a toujours un sens, parce que pour l'addition, heu ça forme un groupe, et donc A1, 1 sur A toujours un inverse en tant que, heu, élément additif, et donc ça a toujours un sens, et ça a aussi un sens, et ça a aussi un sens, et donc on peut juste définir une application avec ces formules-là, mais on ne peut pas toujours le faire avec cette formule, parce qu'on ne sait pas encore si f de n est inversible ou pas. Et donc si f de n est bien inversible tous les n, on peut définir f de m sur n. Et donc, en tant qu'application, on a une application bien définie, et parce qu'on a défini cette application avec ces conditions, donc bien sûr, ça, c'est un morphisme d'anneau. Mais s'il existe un n tel que f de n n'est pas inversible dans A, on peut conclure qu'il n'y a pas de morphisme entre Q et A. OK? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? OK, je vous donne juste un exemple. Par exemple, si on prend A qui est égal à Z sur NZ. Par exemple, on peut prendre N qui est égal à 2021. OK. Donc maintenant, on voit que en fait, f de, donc avec tout ça, donc il n'y a pas d'autre choix. 1 est envoyé à 1 et moins 1 est envoyé à moins 1, et donc 2021 est envoyé à 2021 dans cet anneau A, donc c'est Z sur 2021, et donc 2021 en fait est égal à 0. Donc maintenant,
2021 n'est pas inversible dans A. Donc f de, par exemple, f de 1 sur 2021, si on veut vraiment avoir un morphisme d'un nom, ça doit être égal à l'inverse de 2021 dans Z sur N. Mais ici, N est égal à 2021, et donc en fait, ça n'existe pas, parce qu'on ne peut pas avoir un aliment dans A qui est l'inverse de 2021. OK. Donc comme ça, on peut dire qu'il n'y a pas de morphisme d'un nom entre Q et Z sur 2021. OK. Donc, OK, je vais résumer ça encore une fois. On a un anneau quelconque A et on veut décider tous les morphismes d'anneaux de Q dans A. Et ça, c'est ce qu'on peut toujours définir, mais ça, pas nécessairement. Si pour tous les n, f de n, qui est égal à n fois l'unité dans A, ça, c'est toujours un élément inversible dans A. Donc, on peut appliquer cette formule pour définir f de m sur n pour un élément quelconque dans Q. Dans ce cas-là, on peut avoir une application bien définie, et ça, c'est un morphisme d'un nom. Mais s'il existe un n tel que cet élément, n fois l'unité, n'est pas inversible dans A, on n'a pas de morphisme d'un nom entre Q et A. OK, j'espère que ça c'est clair déjà pour tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des questions? OK, très bien. Et après, il nous reste encore 10 minutes, je crois. On va déterminer le dernier exercice d'aujourd'hui, c'est l'exercice 6. OK, en fait, c'est toujours le même type de question, mais cet exercice est un peu plus technique qu'avant. OK. Si on a un morphisme d'anneau entre R et R, donc R est juste l'anneau de nombre réel, cette application, c'est bien l'identité, en fait. C'est-à-dire que, en fait, parce que avant, on a déjà vu que si f est un morphisme d'un nom de Q dans Q, donc f de x est égal à x pour tout x dans Q, mais ici, c'est pour R. OK. OK, donc c'est un peu plus subtil, parce qu'avant, on peut utiliser l'écriture m sur n pour n'importe quel nombre rationnel, mais ici, pour R, ce n'est pas le cas. Donc, comment on peut faire? Donc ça, c'est en fait, cet exercice est très, très intéressant parce que, on va utiliser des techniques dans l'analyse, hein, parce qu'on sait qu'en analyse, on a beaucoup, donc c'est les études sur R, par exemple. Donc on a la continuité et parfois donc peut on peut faire des choses comme ça et donc en fait, c'est précisément le cas ici. OK. Et donc, il y a une indication, en fait, indication. Si on peut montrer que f de x est plus grand que, est strictement plus grand que 0 pour tout x strictement positif. Si on peut montrer ça, en fait, on peut montrer que f est strictement croissante.
Et après, je crois en analyse, on a déjà vu que pour les applications croissantes, on peut avoir des propriétés satisfaisantes. OK. Donc, en gros, on a déjà une image comme ça. Pour les points rationnels, l'image de f, c'est déjà déterminé, donc c'est sur cette droite. En fait, ça, c'est vraiment dense, OK? C'est pas avec des petits points comme ça, mais en fait, c'est vraiment dense, mais il y a encore des points dont les images ne sont pas, déterminées. Donc maintenant, la question, c'est comment on peut déterminer, par exemple, l'image de pi, par exemple? OK. OK. Parce que, par exemple, on sait déjà que, f de 3 est égal à 3, f de 4 est égal à 4, parce que ça, c'est ce qu'on a vu pour q. Mais ici, on a des nombres irrationnels. Comment on peut montrer que, en fait, f de x est toujours égal à x, même pour des nombres irrationnels? OK. Monsieur, est-ce Oui? qu'un morphisme est forcément continu? Non, pas forcément, pas forcément. Mais parce que si ça, c'est continu, on peut en conclure directement, ouais, parce qu'on déjà connaît les images sur un ensemble dense et donc il n'y a pas d'autre choix pour les autres éléments et mais ici, non, pas forcément. Mais en fait, mais bien sûr, à la fin, on va montrer que ça, c'est effectivement continu parce que ça, c'est l'identité, mais a priori, on ne savait pas. OK, donc pour cette, indication, on va d'abord voir comment on va montrer ça. OK, ça, c'est un peu, technique, par exemple, pour, parce qu'ici, ouais, ouais, ça, en fait, ça, c'est la différence entre l'algèbre et l'analyse. Dans analyse, par exemple, on a la continuité et tout ça, mais ici, non. On a juste les propriétés de morphisme, et donc c'est juste les opérations algébriques. Et donc, comment on peut utiliser ce genre de truc pour montrer un type d'inégalité comme dans analyse, parce que dans algèbre, c'est très rare qu'on voit une inégalité comme ça, strictement plus grand que zéro. Et donc je crois peut-être c'est la première fois que vous voyez ça en mathématiques ou même en algèbre. Mais donc, comment on peut démontrer ça avec les outils algébriques? OK. En fait, ouais, je vais vous donner déjà la réponse, qui a une technique assez, c'est assez technique, j'avoue. OK. Par exemple, pour x strictement plus grand que 0, x est toujours sous cette forme. On peut toujours prendre la racine carrée de x, et x est égal à la carrée de racine carrée de x. Et donc après, f de x est égal à f de la racine carrée de x au carré. Puisque ça, c'est la propriété, ou plutôt la définition pour un morphisme d'un nom. OK? Et ça, c'est strictement plus grand que 0. Parce qu'on sait que ça, c'est pas 0. Pourquoi ça, c'est pas 0? Ça, c'est pas 0. Attendez. Peut-être. Et ça, c'est pourquoi ça, c'est pas 0? C'est grâce à l'exercice 1. Oh, pardon. Parce que dans l'exercice 1, on a déjà vu que ça, donc ça, c'est strictement plus grand que 0. Donc ça, dans R, ça, c'est inversible. Parce que dans R, le seul élément qui n'est pas inversible, c'est 0. Donc ça, c'est différent de 0. Donc ça, c'est inversible. Donc f de la racine carrée de x est aussi inversible dans R, donc qui est non nul. Donc ça, c'est un élément non nul. Et
on prend la carré, ça, c'est strictement positif. OK, donc ça montre ça. Et après, on va montrer que en fait, f est strictement croissante. C'est-à-dire que si on a x qui est plus grand, strictement plus grand que y, on va montrer que f de x est strictement plus grand que f de y. OK. Et donc, bien sûr, on va appliquer ce qu'on a montré. Ici, on a montré le cas pour x plus grand que 0. Donc, on va fabriquer un élément de cette forme. Donc, c'est x moins y. Donc, x strictement plus grand que y veut dire juste que la différence entre x et y est strictement positive. Et d'après ce qu'on a déjà vu, f de x moins y est strictement plus grand que 0. OK. Mais après, comment on peut montrer ça? En fait, ça, c'est juste égal à f de x moins f de y. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que f, c'est un morphisme de groupe. OK? Donc ça, c'est un morphisme de groupe. F, x moins y, ça veut dire juste x plus moins y. Et donc ça, c'est égal à f de x plus f de moins y. Parce que ça, c'est un morphisme de groupe, et donc f de moins y est égal à moins f de y. Donc, en fait, f de x moins y, c'est juste f de x moins f de y, qui est strictement plus grand que 0. Donc, on a montré qu'en fait, f, c'est une application strictement croissante. Et ça nous donne un peu... c'est quand même un peu en analyse, parce que ça, c'est une propriété qu'on peut utiliser pour montrer beaucoup de propriétés intéressantes. Par exemple, dans ce cas, on peut dire qu'en fait, ça, c'est déjà fini, puisqu'on peut approcher un élément irrationnel par des éléments rationnels. Donc, on peut faire ce genre d'approximation, par exemple, donc pour i, un élément quelconque réel, on peut trouver une suite, par exemple AN, qui tend vers X. OK, on va préciser que, par exemple, on va trouver une suite croissante et une suite décroissante qui tend vers X, c'est-à-dire que on a A1, A2, ça c'est X, et ça c'est P1, P2, Pn. Donc, les deux suites AN et BN tendent vers X. Et après, c'est fini. Pourquoi? Parce que f est strictement croissante, et donc, on peut juste appliquer. Ah, bien sûr, les deux suites, ce sont avec des nombres rationnels. OK. Parce que l'idée, c'est qu'on connaît déjà les propriétés de f sur les nombres rationnels, et on veut faire approximation pour avoir la même propriété sur x, qui n'est pas forcément un nombre rationnel. OK, donc ici, x peut être rapproché par deux suites croissantes et décroissantes, AN et BN, et après, on applique f. Et donc, on voit qu'en fait, f de x est aussi rapproché par les mêmes suites, puisque f de AI, c'est juste égal à f de AI. OK? Et f de BI sont aussi juste égal à BI, parce que les AI et BI sont rationnels. Et après, on peut dire que x est égal à f de x. Pourquoi? Parce que
f de x, c'est dans l'intersection de tous les an et bn, pour n tend vers infini. OK? Mais en fait, ça, c'est juste x. OK? Parce que ça, c'est comment on a choisi les suites AI et BI. C'est qu'on a choisi AI et BI tel que x est rapproché par ces deux suites. Okay? C'est-à-dire que x est bien dans l'intersection de tous les intervalles an et bn. Et après, on a montré que f de x satisfait cette même condition. Et donc, il y a un seul élément qui est dans cette intersection de intervalles. OK, donc ça a montré que f de x est égal à x pour tout x dans R. Donc, si on a un morphisme d'un nom entre R et lui-même, donc ce morphisme est forcément l'identité. Okay, donc, c'est très intéressant parce qu'on a utilisé un peu de technique comme en analyse. OK, il y a encore des questions. Sinon, on se voit jeudi et je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez encore des questions. Et bonne révision et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Au monsieur. revoir.